Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian. La première Marseille est en train d'aller chercher l'or et le record du monde. C'est la meilleure performance de tous les temps. Léon Marchand, impérial au pays du soleil levant. Léon Marchand explose le record du monde. Oh, bien joué. Allez, Damien, le doublé. C'est hallucinant ce que nous vivons aujourd'hui à Twickenham. La barre des 50 points, c'est un triomphe. Vive les Bleus, vive la France. Le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus. Bonsoir à toutes, auditeurs, auditrices de Radio Campus Lille qui nous écoutez sur 106,6. Ouais, Adrien, faut peut-être à un moment donné couper la musique. J'espère que vous allez bien. Nouvelle émission du Campus Sport Club. On vient de s'installer dans la précipitation comme des joueurs qui étaient fin excités, fin chaud, prêts pour le coup d'envoi à 23h. Vous venez d'écouter une superbe émission de Chrysanthème, 179e. Nous, à côté, on est un peu encore petit bras, petit jeu. Avec moi ce soir pour m'accompagner, je fais attention de bien allumer vos micros. Une belle clique avec moi, je suis dans l'ordre évidemment. Mathis déjà qui est avec moi. Mathis Landais, comment tu vas ? Salut Adrien, ça va très bien et toi ? Super, et a priori soirée chargée, tu vas bien démarrer en fanfare puisque Ligue des Champions et surtout on arrive sur la fin de la phase de groupe, donc là ça devient crucial et ça va donner un peu une idée de ce que va nous réserver 2024. Exactement, avec des belles qualifications à la clé. Super. À tes côtés pour les news juste après. Ensuite, ça sera Marine. Comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Ouais. Des news, comment aujourd'hui ? Il faut te donner un mood, un état d'esprit de la globalité de tes news. Ah, mais vous allez adorer. C'est vrai ? Ouais. Parce que très souvent, c'est bon, j'ai plein de mauvaises nouvelles à vous annoncer. Ouais, c'est vrai. Et à la fin, on essayait de finir par une bonne news. Il y a des mauvaises nouvelles, il y en a des un petit peu plus légères, tu vas voir. Bah, c'est merveilleux, ça. Je ne demande pas moins. Face à moi, oui, ton micro est bien allumé. Marius, come back. Comment vas-tu ? Come back. Sans Gaëtan, je suis un peu triste, donc c'est la première que je fais sans lui, mais bon. Ça va aller, je pense. Oh, mais fallait me le dire. Fallait que je lui fasse une dédicace, un big up. Ouais. Comment ça va depuis ton dernier match en Coupe de France ? C'était comment cette expérience ? Parce qu'il faut le dire, on le rappelle, on prend quelques secondes, on en profite. Ouais. Marius, joueur de Bondu, Régional 1, mais surtout qui a eu son petit parcours en Coupe de France. Ouais, c'est ça. T'as pu le jouer, toi, ce dernier tour ? J'ai pu jouer une mi-temps. J'ai pu aussi être supporté par Mathis et Maxime aussi ici présents. C'est surtout le public, c'était assez fou. Franchement, d'avoir près d'un millier de personnes autour de nous en train de faire rugir le fort de Bondu, mais bon, c'est pas passé loin. Pas passé loin, mais c'est déjà un très beau parcours. C'est déjà un très beau parcours, ouais, mais bon, on sortira pas Aulnois-Fény, club de N2. On s'arrêtera au 7e tour. T'as l'œil sur un club là, encore en lice d'ailleurs ? On va peut-être en parler dans les news, d'un tirage certain, mais je te donne juste le nom d'un club. Si il y en a un en tout cas que t'apprécies plus que... Stade Rennais, forcément. Mathis, qu'est-ce que t'essayes de corrompre qui là ? Le SCO d'Angers, c'est important. Le SCO, d'accord. Stade Rennais qui va aller au Roudourou à Guingamp pour un derby, pour se montrer en lice. Pas mal, ok. Et pour finir, celui qui finira aussi cette émission, si on lui laisse suffisamment de temps, Maxime, avec les immanquables tout à l'heure, comment tu vas ? Exactement, moi ça va très bien. Donc t'es allé supporter Marius, toi ? Ouais, on y est allé, on s'est bien marré. Ouais, supporter ou supporter ? Non, supporter. Trash talker. Ouais, trash talker, surtout, beaucoup. Beaucoup. C'était pas mal. J'ai pu aller faire des matchs au fort et c'est encore petite ambiance, donc c'était pas mal. Écoutez, on ne tarde plus, j'ai fait exprès de bien bavasser. On est bien installé, tout le monde est confort. Mathis, c'est impeccable. Pareil. J'ai plus qu'à te lancer avec un jingle en fait, comme d'habitude. Let's go. Magnifique. Vous avez manqué les différents scores de ces derniers jours ? Installez-vous confortablement pour les résultats du Campus Sport Club.
Et on l'a dit, ce soir, Ligue des Champions, 6e journée, première soirée de la 6e journée. Les derniers résultats du soir sont tombés et surtout, on a déjà une belle brochette de qualifiés pour les 8e de finale. Oui, exactement, Adrien. On va commencer donc avec cette 6e journée de Ligue des Champions. La grosse surprise, c'est dans le groupe A, Copenhague qui s'est imposé 1-0 face à Galatasaray grâce à un but de Lerager qui prend donc cette 2e place à Galatasaray. Dans l'autre match de ce groupe, c'est le Bayern Munich qui s'est imposé à United 1-0 grâce à un but de Kingsley Coman. Bayern qui finit donc premier et United à la dernière place. Assez étonnant, pas de coupe européenne pour United. Dans le groupe B, le fameux groupe de Lens dont on parlera un petit peu plus tard, on va tout de suite se pencher sur le groupe C. Le Real Madrid qui s'est imposé à Berlin sur le score de 3-2 avec un doublé de Joselu et un but de Ceballos dans les derniers instants, qui ont répondu donc à Voland et Kral. Naples s'est aussi imposé 2-0 contre Braga. Et dans le groupe D, ça s'est joué jusqu'à la dernière seconde pour la 3e place qualificative de barrage vers la Ligue Europa. Benfica s'est imposé 3-1 contre Salzbourg. Il y avait encore 2-1 jusqu'à la 91e minute, ce qui signifiait que Salzbourg avait la 3e place. Mais avec ce 3e but de Benfica, c'est bien Benfica qui est repassé 3e à la 92e minute, donc, et qui se qualifie pour les barrages de Ligue Europa, tandis que l'Inter Milan et la Real Sociedad ont fait 0-0. Et c'est donc la Sociedad qui finit à la première place de ce groupe. Un groupe D ultra intense en suspense, du coup, ce soir, sachant que c'était les matchs de 21h, ceux-là. Donc ils viennent de se terminer. Groupe D, est-ce que vous attendiez à ce classement? Real Sociedad en 1, l'Inter Milan en 2, Benfica rescapé de dernière minute pour la 3e place et Salzbourg en 4. Est-ce qu'il y en a un qui s'imaginait très bien, au vu de la dynamique de la Sociedad, de dire bah oui, il pouvait très bien faire top 1? Je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants des premiers qui vont croiser les doigts pour pas prendre l'Inter en 8e, parce que l'Inter ça joue très très bien, et du coup Sociedad qui réussit à finir devant l'Inter, c'était une petite surprise quand même, mais ils ont une bonne dynamique en Liga, même s'ils sont 5e ou 6e. Ouais. Mais interrogation, peut-être très très bien, mais est-ce que aussi bien que leur saison passée où ils ont fait finaliste? L'Inter. Ouais, bah moi je trouve que mais je trouve que enfin, ils ont mis des beaux scores en Serie A, ils ont mis 3-0 à Naples dernièrement. Donc ça joue vraiment bien, et j'aime bien la doublette Lautaro avec Thuram maintenant qui rentre bien dans l'effectif. Ils sont en forme devant, donc c'est vraiment pas mal l'Inter. Moi j'aime bien. Ouais, ça a été pas mal ce mercato, en tout cas là pour l'instant ça paye, puisqu'il y a cette qualification en 8e de finale. Dans l'autre groupe, je dois le relever, mais cette performance de Manchester United, dernier de son groupe, donc même plus aucune coupe européenne pour eux. À l'inverse, Copenhague en 2. Ça, s'il y en a un de vous qui me regarde droit dans les yeux, qui m'a dit je l'avais vu venir, bon déjà ça me fait mal au cœur, mais ça c'est vraiment peut-être la première grosse contre-performance de cette Ligue des Champions, j'ai envie de dire. Ouais, belle surprise Copenhague, et comme Maxime te disait tout à l'heure, les premiers qui vont pas avoir envie de prendre Inter Milan sans manquer de respect à Copenhague, il y aura peut-être au contraire des premiers qui vont croiser les doigts pour avoir Copenhague et avoir un tirage peut-être plus abordable. Et parmi ces premiers, il y a donc 3e des 4 groupes, puisqu'on va garder un groupe de côté exprès, tu l'as dit, le groupe du RC Lens. On met un peu le suspense, on en parlera bien plus en profondeur, et puis on reviendra sur surtout les performances du soir. Mais dans ce dernier groupe aussi, à noter que le Real Madrid qui finit donc premier, et qui est le seul club pour l'instant avec un parfait, un 6/6. Est-ce que là encore on a l'impression que c'est le Real Madrid qui est dans sa compétition, ou est-ce que le groupe était quand même largement à sa portée pour faire un 6/6? Alors peut-être que le groupe était à leur portée. Il y avait quand même Naples qui était là et qui était un concurrent sérieux, mais je pense que même sans Vinicius ils sont capables de faire des grosses perfs. Je pense à Bellingham qui arrive à porter l'équipe. Franchement on est en train de voir vraiment l'avènement d'un crack, et ça me choque, et j'ai un peu peur du Real Madrid sous 8e de finale, sous match à élimination directe, puisque ça peut vraiment faire très très mal. Ouais, tu penses que le Real Madrid monte encore plus en puissance fois surtout que Vinicius va revenir. Courtois va pas tarder à revenir dans les buts. La vraie interrogation, c'était aussi qu'il ne naviguait plus avec un grand neuf depuis Benzema parti, puis qu'il n'avait pas du tout réussi à avoir Mbappé, Haaland ou toutes les rumeurs. Joselu qui ce soir a priori, en tout cas lui s'est bien installé avec Joselu avec son doublé. Donc, oui, mais même Rodrigo qui lui commence à perfer, à stater vraiment tous les week-ends presque. Donc ils ont vraiment une profondeur de banc assez incroyable, et je pense que ils sont vraiment un candidat au titre sans aucun doute. Ok, très bien. Et donc pour les troisièmes,
pour ceux qu'on sait reverser en Ligue Europa, donc Braga, Benfica, un autre club dans le groupe B qu'on ne dira pas tout de suite, et Galatasaray. Pour finir sur cette page Ligue des Champions, est-ce que vous voyez un de ces clubs prétendre au titre en Ligue Europa? Galatasaray, Braga, Benfica pour l'instant, pour les premiers. Non. Sur certains. Difficile à dire. Ouais. Braga, ça joue très bien. Ah, mais il y a Rennes, tu vois, en Ligue Europa. Marius, je voulais pas le dire. Il y a Marseille aussi, Adrien. Bien sûr, mais justement, j'aimerais bien un petit duel franco-français si c'était possible. Je sais pas si c'est possible en 16e direct. Non. Je pense pas. Il faudrait revoir les règles, mais en tout cas, même des clubs comme ça, 3e de Ligue des Champions, renvoyés en 16e contre des 2e de poule de Ligue Europa, je sais pas si la règle des nations s'applique. Je sais pas. Sincèrement, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais moi je souhaite pas forcément. Quitte à donner la chance, si jamais. Voilà, en tout cas, peut-être que tu parles de ça par rapport à un certain classement dans le groupe B. Non, dans le groupe du PSG. S'ils finissent par faire 3e demain. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que ça, on en reparlera du coup à la fin, dans les immanquables. Exactement. On va laisser Mathis avancer peut-être. Pardon, Mathis. Pas de problème. Toujours sur du foot, on va pouvoir enchaîner avec les résultats des 5 grands championnats européens. Commençons par la Ligue 1. Lyon s'est enfin imposé à domicile ce dimanche sur le score de 3-0 grâce à un triplé d'Alexandre Lacazette. Dalinga avait manqué un pénalty pour le TFC juste avant la pause alors que son équipe était menée 2-1. Quelques heures plus tard, l'autre Olympique, celui de Marseille, s'est également imposé. Victoire nette et sans bavure pour les hommes de Gattuso, 4-2. Mbemba, Aubameyang avec un doublé, Balerdi ont marqué côté phocéen, tandis que Fèvre et Mendy sont les buteurs lorientais de cette rencontre. Brest est allé gagner à Metz 1-0 et intègre le top 5. Monaco a fait chuter une nouvelle fois le Stade Rennais, mal en point, sur le score de 2-1. Enfin, le PSG s'est imposé dans la douleur contre Nantes sur le même score. Conserve 4 points d'avance sur Nice, son dauphin, qui s'est également imposé sur le même score contre Reims. La perf du week-end en Ligue 1, Lyon, même si on peut leur donner ça. En fait, au vu du début de saison, c'est peut-être celle-là ou Nice. Nice, ouais, moi j'ai bien aimé Nice contre Reims. Ça a bien tenu. Ouais, c'était pas mal. Oui, mais c'est après, ça fait un peu dans l'élan en tout cas. Alors que Lyon, en l'occurrence, c'est étrange. C'est étrange de dire que Lyon qui gagne 3-0. Après Toulouse, ils sont pas en forme en ce moment. C'est très compliqué Toulouse. De toute façon, j'ai l'impression que cette saison, une fois qu'ils auront à peu près l'assurance d'être maintenus, s'ils prenaient assez de points d'ici là, je pense que la Ligue Europa, surtout un bel objectif, j'imagine en tout cas, côté TFC. En Angleterre, désormais, Arsenal s'est incliné 1-0 face à Aston Villa. Les hommes d'Unai Emery sont 3e de Première Ligue, alors que les Gunners ont dû céder leur place de leader à Liverpool, qui est allé arracher les 3 points dans les dernières secondes contre Crystal Palace. Menés 1-0, les Reds ont renversé la tendance dans le dernier quart d'heure grâce à Salah et Elliott. De son côté, Manchester United s'est fait croquer par Bournemouth à domicile sur le score de 3-0. Le voisin City a lui dû cravacher pour venir à bout de Luton et s'imposer 2-1. Chelsea a perdu 2-0 contre Everton et reste dans le milieu de tableau, tandis que Tottenham a étrillé Newcastle 4-1. Comment ne pas évoquer l'énorme surprise en Liga, Gérone, leader époustouflant du championnat avec 41 points, qui a remporté son match face au FC Barcelone et qui n'en finit plus d'étonner. Score final 4-2. À votre avis, jusqu'où pourra aller Gérone ? Gérone, est-ce le Leicester de 2016 version Liga 2023-2024 ? Là, il y a quand même. On commence vraiment à dire que c'était un club quand même qu'on mettait plus dans la case maintien large seconde moitié de tableau et pour l'instant la dynamique est assez folle. Là contre le Barça, il y a quand même des gros faits de jeu. Ils gagnent 3-2, Lewandowski qui a une balle de 3-3 à 30 secondes de la fin et derrière ils prennent le 4-2 alors que Lewandowski fait un énorme raté. Et derrière sur le contre, Gérone qui marque le 4-2. Mais honnêtement, ça joue vraiment pas si mal. Avec leur Stuani, je sais pas ça fait combien de temps qu'il est là lui, ça doit faire une dizaine d'années qu'il est à Gérone, mais il est là depuis tout le temps et il est épatant, je sais pas quel âge il a, mais ouais l'équipe est épatante et franchement ils ont Blind aussi l'ancien de l'Ajax j'ai vu, donc franchement ils ont une équipe avec des vétérans mais ça fonctionne bien donc pourquoi pas aller le plus loin possible. On rappelle c'est un club satellite du City Group donc qui est notamment dont fait partie Manchester City. Avec 3 et plein d'autres ils sont une bonne dizaine à travers le monde mais qui à la fois a su à mon avis bien gérer sur le jeune vivier et comme tu dis des joueurs d'expérience comme Stuani qui est là lui depuis longtemps ou Daley Blind a priori la recette prend. Est-ce qu'on les voit pour autant faire Ligue des Champions à la fin de la saison? Place qualificative Ligue des Champions? Pourquoi pas?
Faut voir s'ils arrivent justement à conserver cette dynamique sur toute la saison, mais en tout cas, on arrive bientôt à la fin des matchs allés, et pour l'instant, ils ont prouvé qu'ils sont capables, même dans les grands rendez-vous, de tenir tête et même de s'imposer en plus au Camp Nou. Donc, faut voir sur la durée, mais j'ai envie de dire oui, j'ai envie d'y croire, que ça soit un peu la belle aventure comme Leicester en 2016. En tout cas, 41 points, j'imagine que le maintien, c'est bon, quoi. Déjà. On en est plus très loin. Bon, c'est même, je dirais presque bon quand même, mais bon. Ouais, il faudrait voir mathématiquement, mais. Okay. Mais en s'imposant du coup à Barcelone, au stade olympique, pas au Camp Nou. Oui. Mais ils envoient quand même un gros message, un message assez fort, parce que on parle de, par exemple, Aston Villa qui eux reçoivent des gros et arrivent à les taper chez eux. Mais quand on arrive à s'imposer à l'extérieur, je pense que ça peut encore plus faire peur aux autres concurrents qui sont du coup l'Atlético, le Real et le Barça. Ouais. De toute façon, ce qui fait dans les 5 grands championnats, ce qui fait un champion de ces championnats-là, c'est d'être l'un des meilleurs à l'extérieur. En fait, c'est d'être dominateur dans ce domaine-là. J'ai encore prévu parler foot allemand, foot italien. Est-ce qu'il y a encore le temps ou on passe direct au hand? Est-ce qu'on a encore le temps? Est-ce qu'on lui offre ce temps? Vas-y. Allons-y. Alors, direction la Bundesliga et la Serie A, le Bayern Munich a été giflé par Francfort 5-1 et l'Union Berlin a retrouvé le chemin de la victoire en championnat pour la première fois depuis la 2e journée avec une victoire 3-1 contre Mönchengladbach. Leipzig a gagné 3-2 à Dortmund, tandis que Leverkusen et Stuttgart se sont neutralisés sur le score d'un but partout. Ce qui fait donc que l'équipe entraînée par Xabi Alonso reste la seule équipe invaincue sur les 5 grands championnats après la première défaite donc du Bayern. En Italie, l'Inter a disposé facilement du Dinese 4-0. Çalhanoğlu, Thuram, Di Marco et Martinez sont les buteurs. La Juve a battu Naples dans un choc de haut de tableau sur un but de Gatti et confirme sa 2e place au classement. La Roma 4e n'a pas pu faire mieux qu'un but partout contre la Fiorentina, mais a tout de même repris un point à l'AC Milan, 3e qui s'est incliné 3-2 contre l'Atalanta. On va pouvoir basculer donc sur le handball avec de l'actu chaude également, puisque ont lieu en ce moment même les championnats du monde féminin. Les Françaises qualifiées en quart après une phase de poule conclue par 5 victoires en autant de rencontres, dont une très belle face à la Norvège pour s'assurer la tête du groupe, affrontait la République tchèque en fin d'après-midi. Résultat sans appel, la France a étrillé les Tchèques 33-22 et rejoint le dernier carré. Après un premier acte en dents de scie, les Bleus ont pu compter sur une Glauser en lévitation, pas moins de 12 arrêts dans le 2e acte, pour s'imposer. Est-ce que vous voyez les filles d'Olivier Crumbles aller au bout de cette compétition? Oui, toujours. Les équipes de France féminines et masculines, championnes olympiques en titre, on est quand même encore en mesure de prétendre à ce qu'à chaque fois, dans chaque compétition, on aille au bout. Aller au bout, après, c'est peut-être plus maintenant synonyme de finale. Après, gagner la finale, ça devient quand même de plus en plus dur parce que on a aussi des grosses formations à côté. Je sais pas si ici vous suivez assez à fond là-dedans, mais ça devient quand même très compliqué, surtout que sur des finales ou des matchs décisifs comme pour la 3e place, on est un peu plus friable, j'ai l'impression aussi de temps à autre. Ça sera soit la Suède, soit l'Allemagne en demi-finale. En rugby, ce week-end marquait le retour de la Champions Cup. Le bilan n'est pas très bon pour le rugby français avec 5 défaites de ses représentants, dont 2 à domicile, pour seulement 2 petites victoires. On commence tout de même par les bonnes nouvelles. Le Stade Toulousain, qui recevait samedi l'équipe de Cardiff, a tenu son rang avec un succès large 52-7. Moins entendu, l'Union Bordeaux-Bègles en difficulté à l'extérieur en championnat tient depuis vendredi son match référence à l'extérieur, elle qui a balayé Connacht 41-5 avec déjà un 8e essai cette saison pour son ailier international Damien Penaud. L'Aviron bayonnais n'a lui pas gagné au Munster, mais a tout de même réalisé une prestation remarquable de solidité et de précision en ramenant un match nul 17 partout pour son grand baptême de feu en Champions Cup. Le remake des 2 dernières finales avait lieu entre La Rochelle et Leinster. Vainqueurs de 3 points en 2022 et d'un seul en 2023, les Rochelais se sont cette fois inclinés 16-9, concédant leur première défaite dans la compétition depuis plus de 2 années. Enfin, Lyon ayant compté jusqu'à 23 points de retard face à Bristol, mais étant repassé devant en fin de match, s'est vu crucifié par un drop à la 85e minute. Défaite 36-34 à l'arrivée. Toulon a lui perdu 18-19 contre Exeter, le Racing 92 31-28 contre l'Harlequins Queens, alors que le Stade français s'est fait laminer par Sale 28-5. C'est qu'un début de compétition européenne pour les clubs français, mais c'est assez rare de voir autant de revers, de défaites. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi des conséquences avec le calendrier de début de saison pour la plupart de ces clubs forcément au niveau européen, donc qui ont souvent un vivier international avec la Coupe du Monde qui s'est jouée septembre-octobre?
Parce que là aussi... on avait eu un peu la même question la semaine dernière avec Toulouse et le top 14, mais oui, c'est sûr que sur les gros clubs, ça rentre clairement en compte cette absence et ce grand vivier international. Après, faut voir sur la durée comment ces joueurs-là ils sont en train de revenir. Est-ce qu'ils sont à leur meilleur niveau maintenant dans leur collectif? Je sais pas, mais quand ce sera bien huilé, c'est clair que ça ira mieux. Et je pense que le rugby français, de toute façon, n'a pas trop de soucis à se faire sur les grandes équipes, même s'il y a eu beaucoup de revers ce week-end-là. Je pense que ça va pas tarder à se remettre en place bien comme il faut et à rouler tranquille. C'est qu'un début. Donc, voilà, ça c'est qu'un début. Pas de sonnette d'alarme en tout cas. Et il y a quand même 3 défaites avec des très petits écarts, 18-19, 31-28 et 36-34. C'est aussi que c'est pas passé loin, ça peut aussi arriver de mal finir ce match. Voilà, par exemple, fin de match mal négocié et on repart avec la défaite. Ok. Merci Mathis. Encore autre chose ou... Je pouvais parler de basket encore, mais... Oui, non, ça dépend. Ça dépend c'est quoi? C'était de la Betclic Elite. Allez, un petit mot de Betclic Elite. Un Betclic Elite, Nanterre a gagné 84-82 à Dijon grâce à un très beau buzzer beater de Benjamin Sen. Caroline Dakerk continue, lui, sa remontée au classement après avoir battu la SIG de Strasbourg 67-56. SIG de Strasbourg de Monsieur Mpokor, dont on en a parlé il y a 2 semaines, effectivement. Et l'autre club du Nord, le Portel, n'est pas passé loin de faire tomber l'ultra favori et l'ogre monégasque, s'inclinant au final que de 7 petites unités. Et enfin, dans le choc entre Paris Basket et l'Asvel, ce sont les Parisiens qui en sont sortis vainqueurs avec un succès 92-86 pour la dernière en championnat à la Halle Carpentier. Super. Un petit mot là-dessus. Est-ce que il y a des équipes qui, pour l'instant, sont confortablement installées dans leur position? En tout cas, est-ce que les ambitions sont respectées pour la plupart? Paris Basket, justement, une équipe qui a beaucoup renouvelé son effectif à l'intersaison cet été, qui est montée de Pro B il y a 3 ans maintenant, qui a joué doucement sa chance la première saison, qui commence à s'affirmer, et là, ils ont passé un cap, ils sont arrivés en Eurocup aussi, où ils sont d'ailleurs premiers de leur poule, et on sent que avec le nouveau coach Thomas Issalo, il y a une vraie philosophie de jeu, beaucoup de joueurs utilisés, on fait beaucoup de changements, mais par contre, les 5 joueurs qui sont sur le terrain, il y a une énergie incroyable. Et ça marche, ça paye, puisqu'ils sont tout simplement à la 2e place de Betclic Elite et première place de leur poule d'Eurocup. Très impressionnant, Paris Basket à surveiller, pourquoi pas en Euroleague dès la saison prochaine. Ça se vérifie aussi un peu au vu des noms annoncés pour les All-Star Games dernièrement. Exactement, Nadir Rifi notamment. Notamment le petit Nadir Rifi qui avait fait les belles heures du Portel la saison passée. Et là, le Portel qui en tout cas est sur une belle dynamique, mais qui croise des gros morceaux. Qui a creusé des gros morceaux. Monaco et juste avant ça, l'Asvel. Il y avait Monaco, ça c'est sûr, la semaine dernière, et je sais pas leur prochain match, mais en tout cas Nancy. Belle équipe aussi, Nancy. Ouais, Nancy, très bonne équipe. Ouais. Est-ce que je suis nancéen? Oui. Très bien. Merci beaucoup Mathis pour ces résultats. On va rebondir sur ce qui pour la petite musique du soir, pour ce qui va venir juste après, puisqu'on a évidemment fait exprès de ne pas parler trop du groupe du RC Lens qui jouait tout à l'heure à 18h45 pour un match ultra décisif pour son avenir européen. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la chanson de Sang et d'Or ces derniers temps, une petite chanson comme ça qui est passée. C'est une chanson qui a été écrite, composée et mise en ligne sur YouTube il y a des mois de cela par un homme qui s'appelle Eric Bexa, qui l'a publié sur YouTube et qui est arrivé aux oreilles des supporters lensois qui ont relayé cette chanson et qui l'ont appréciée, puisque c'est un homme qui parle à la fois de ses racines de Perpignan, catalanes un peu, et de ses racines lensoises, là, ch'ti. Donc je vous propose de l'écouter, peut-être que des auditeurs, auditrices de Radio Campus Lille sont aussi tombés dessus depuis, amoureux du RC Lens et des Sang et Or. Donc je vous propose cette petite chanson, petite composition, et on revient dans un instant. Voilà, de Sang et d'Or, une composition et une interprétation d'Eric Bexa, un supporter du RC Lens et qui a aussi des origines perpignanaises, si j'ai bien perpignanaise. Vous êtes toujours sur Radio Campus Lille 106,6 FM pour une nouvelle émission du Campus Sport Club. On va pouvoir enchaîner avec Marine. Marine, qui du coup, j'imagine que t'as pas grand chose à dire sur l'OM. Non, pas grand-chose à dire, malheureusement. Malheureusement. Bah oui. Non, mais la victoire de ce week-end t'a fait grandement plaisir. Exactement. Voilà, ça c'est ce qu'on aime. Même en Coupe d'Europe. Ouais, pas que celle de ce week-end. En plus, et celle qui viendra cette semaine. Exactement. Effectivement.
Allez, petit jingle. Non, qu'est-ce qu'il y a, Maxime, ça veut... Elle viendra pas cette semaine, je pense. Bon, allez, on verra. Préparez-vous à plonger dans le monde du sport. Voici les temps forts de la semaine dans les news du Campus Sport Club. Alors par contre, tu nous avais vendu des news super cool, géniales. Tu vas commencer avec un épisode de violence. Quand même, écoute, c'est pas grave, on finira par du meilleur. Oui, bon, allez, soit. Ouais. La violence gagne encore du terrain dans le football. L'arbitre d'une rencontre du championnat de Turquie a été roué de coups lundi soir par plusieurs hommes, dont le président du club d'Ankara Gucci. Selon des images diffusées en direct à la télévision, le dirigeant du club d'Ankara, Faruk Koka, s'est précipité sur la pelouse à l'issue du match entre Ankara et Rayspor avant d'asséner un coup de poing au visage à l'arbitre de la rencontre, Ali Umutmeler. Tombé au sol, l'arbitre s'est roulé en boule pour se protéger, mais a reçu dans la foulée plusieurs coups de pied à la tête, donnés par au moins 2 autres hommes, vraisemblablement membres de l'équipe locale. Rayspor venait d'égaliser quelques instants plus tôt dans le match, dans le temps additionnel du match, sur le terrain d'Ankara, qui s'était vu refuser un but plus tôt dans le match. Un incident grave qui a provoqué la suspension du championnat de première division jusqu'à nouvel ordre. Et preuve de l'extrême résonance de cet acte de violence, le président turc Recep Tayyip Erdogan a également réagi. Je cite, « Je condamne l'attaque contre l'arbitre. Nous ne permettrons jamais que la violence s'immisce dans le sport turc », a-t-il écrit sur X. D'ailleurs, sur le même thème, mais en Grèce cette fois, pour tenter d'endiguer les violences qui émaillent régulièrement le sport grec, la tenue de tous les matchs du championnat de Grèce se dérouleront à huis clos pour les 2 prochains mois, soit jusqu'au 12 février. C'est ce qu'a annoncé lundi 11 décembre le porte-parole du gouvernement Pavlos Marinakis. Alors vous, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que pour vous, c'est une bonne décision ? Ça peut être une solution ? Les stades en Grèce, ils font un peu peur, soit par les supporters, plutôt virulents, ou leurs engins pyrotechniques qui vont vraiment dans tous les sens, soit genre l'état des stades qui sont pas loin de se dégrader. Je pense au stade du Pana à Athènes. Donc peut-être que c'est pas plus mal, ouais. Ouais. Grèce-Turquie aussi, un peu même ambiance. Après, je pense que Turquie aussi, ouais. Les Turcs, quoi, c'est fort aussi en termes de puissance. Enfin, là, Galatasaray, même s'ils sont reversés en Europa League, je pense que ça va quand même faire du gros boulot dans les tribunes en Europa, et que ça risque d'être assez fou. Mais ouais, pareil, le stade de Galatasaray, je crois qu'il est pas en très bon état aussi. Et ouais, c'est peut-être une bonne idée en Grèce de faire ça pour un peu sensibiliser et même autour de l'Europe et du monde du sport en général, ça peut être une bonne idée. Ouais. Par contre, c'est assez lunaire de se dire qu'un président d'un club qui a professionnel, j'ai pas tous les détails de l'environnement de ce club, mais ça serait drôle quand même de voir un président français descendre des tribunes et d'aller vraiment sur le terrain pour chercher des points, quoi. Mais c'est un peu lunaire quand même. Ouais, c'est fou. Mais on le dit, c'est des environnements très football, mais du football au plus que parfait, plus ultra que ce qu'on a, effectivement. Je vous avais promis un peu plus de positif, le voici. La Confédération africaine de football a décerné dans la soirée de lundi les différents prix du football africain dans le cadre de la 19e cérémonie des Awards. L'histoire de cette cérémonie retiendra, en plus du nom des lauréats, qu'une polémique a éclaté quelques heures avant son ouverture avec la déclaration la veille de Walid Sadi, le président de la Fédération algérienne de football, selon laquelle il ne se rendrait pas à Marrakech pour protester contre l'absence de Riyad Mahrez. Il s'était également étonné que l'USM Alger, pourtant vainqueur de la Coupe de la CAF et de la Supercoupe d'Afrique, ne figure pas dans la liste des meilleures équipes de club. Concernant les prix, le plus attendu concernait celui du meilleur footballeur africain de l'année. Il a été décerné à l'attaquant nigérian Victor Osimhen, champion d'Italie avec Naples et meilleur buteur de Serie A. Il a donc devancé Mohamed Salah et Achraf Hakimi, succédant ainsi à Sadio Mané. Le Nigeria a également remporté d'autres récompenses grâce à la domination de son football féminin sur le continent. Les Super Falcons ont ainsi obtenu celle de la meilleure sélection nationale, notamment après son honorable parcours lors de la Coupe du Monde 2023, où elle a atteint les 8e de finale face à l'Angleterre, le futur finaliste. L'attaquante Assisat Oshoala s'est ainsi vue remettre le trophée de la meilleure joueuse africaine pour la 6e fois, et sa capitaine Chiamaka Nnadozie, sous contrat avec le Paris FC, a elle été élue meilleure gardienne de l'année.
L'autre vainqueur de cette cérémonie, c'est le Maroc. Les Lions de l'Atlas ont remporté sans surprise le prix de la meilleure sélection africaine, une récompense assez logique pour les Nord-Africains qui avaient terminé à la 4e place de la Coupe du Monde 2022. Leur sélectionneur Walid Regragui a quant à lui été élu meilleur entraîneur alors que sa nomination n'était intervenue que 3 mois avant le mondial. Yacine Bounou a lui reçu le prix du meilleur gardien. Globalement, vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ces lauréats ou vous auriez voté peut-être pour d'autres noms ? Côté Maroc, très compliqué de leur enlever la palme. Et côté, le président de la fédération algérienne, je comprends pas trop où il veut en venir. Hein, pardon. Pour Riyad Mahrez. Pour Riyad Mahrez et même, l'USA Alger, c'est peut-être, c'est bizarre quand même. Mais Riyad Mahrez, Salah est largement au-dessus. Et puis, je crois que au Qatar ou en Arabie Saoudite où il est parti, ça marche pas des masses. Donc il y a Osimhen, il y a Salah et le troisième c'est Hakimi, c'est ça ? Hakimi qui fait une grosse Coupe du Monde. On peut pas enlever au fait que ces trois-là soient au-dessus de Mahrez actuellement. Puis il y en a d'autres d'autres joueurs africains qui sont pour moi au-dessus de Mahrez actuellement. Donc, c'était l'année des Marocains. Il faut aussi leur laisser. Et puis Osimhen en Europe qui a mené Naples vers un titre. Donc c'est assez exceptionnel. Ouais. France-Allemagne d'un côté, Espagne-Pays-Bas de l'autre, telles sont les affiches des demi-finales de la Ligue des Nations féminines programmées le 23 février 2024, selon le tirage au sort effectué hier au siège de l'UEFA. Cette Ligue des Nations est l'occasion pour l'équipe de France féminine de glaner le premier grand trophée de sa carrière internationale. Pour rappel, les Bleus d'Hervé Renard ont réalisé un parcours presque parfait lors des phases de groupe dont elles sont sorties invaincues avec 4 victoires et 1 nul et donc en tête de leur poule. L'Allemagne, double championne du monde et 8 fois championne d'Europe, a longtemps été une référence du ballon rond, mais la sélection allemande, dont on a l'impression qu'elle traverse une période de crise depuis plusieurs mois, absente des JO de Tokyo en 2021, bien que finaliste de l'Euro 2022, elle a été sortie au premier tour de la dernière Coupe du Monde. Petit pronostic, peut-être on y croit pour les Bleus ? Ouais. On peut y croire. Comme tu dis, si ça peut permettre de donner un premier titre, un vrai titre sur la scène internationale, je pense que ça donnerait un peu plus de crédit encore à Hervé Renard qui est arrivé il y a pas très longtemps. Donc franchement, oui, ce serait une bonne nouvelle. Oui, cette Ligue des Nations, autant chez les hommes, avait fait beaucoup discuter avec déjà les éliminatoires, avec déjà des compétitions Euro, Coupe du Monde qui s'enchaînaient relativement régulièrement et suffisamment dans un délai court. Autant dans le football féminin, un bon moyen aussi de les voir plus que de voir répétition des matchs amicaux. Là, la Ligue des Nations a un vrai intérêt. Donc en plus, ce titre, il va vraiment être légitime, vraiment être à fond légitime. Et les Bleus, chez les hommes, en ont bien profité aussi de le gagner en 2021. Donc pourquoi pas les femmes ? Ça peut être génial. Tout à fait. Autre tirage au sort effectué hier, celui des 32e de finale de Coupe de France. L'US Revel, club de R1, sont les heureux élus, on l'a vu sur les réseaux, qui affronteront le PSG. Lille affrontera une R1 également avec les Martiniquais de Golden Lion. L'OL et l'OM rencontreront des N3 en jouant respectivement contre Pontarlier et Thionville. Et on aura droit à 2 affiches de Ligue 1 avec Metz qui recevra Clermont et le choc de ces 32e, bien sûr, la rencontre entre Lens et Monaco. Ce n'était pas une grande surprise, mais vendredi 8 décembre, le Comité international olympique a annoncé sa décision d'autoriser les Russes et les Biélorusses à participer sous barrière neutre au JO de Paris 2024. On en a aussi beaucoup parlé la semaine dernière. Le parquet antidopage italien a requis jeudi 7 décembre une suspension de 4 ans contre Paul Pogba, qui avait été testé positif le 20 août à l'issue du match de la première journée de Serie A. Son sort est désormais entre les mains du tribunal national antidopage italien, chargé de fixer la durée de la suspension du joueur. Les sénateurs n'ont pas adopté lundi les crédits en faveur du sport figurant dans le projet de loi de finances pour 2024. Tout un symbole à quelques mois des JO des Jeux Olympiques et Paralympiques, puisque alors qu'Emmanuel Macron avait annoncé vouloir faire de la France une nation sportive, l'an prochain, le sport ne représentera que 0,2% des dépenses de l'État. Et on finit sur une note un petit peu plus légère. La plateforme de streaming Netflix organisera et diffusera en direct de Netflix Slam un match de tennis opposant l'Espagnol Rafael Nadal à son jeune et prometteur compatriote Carlos Alcaraz, actuel numéro 2 mondial. Alors il faudra attendre le 3 mars 2024 pour voir ça, mais en attendant, messieurs, peut-être petit pronostic. Actuellement, je pense qu'il n'y a pas trop de débat, mais il faudra voir comment s'en sort Rafa quand il reviendra en Australie déjà. Mais je pensais qu'il n'y avait pas de débat. Nadal allait écraser un jeune espagnol. Non, mais c'est surtout qu'il y avait des questionnements sur est-ce qu'il allait avoir une wildcard à Indian Wells qui est juste après
le jeu, enfin le match qui va avoir lieu contre Carlos. Donc enfin ça en dit long, donc c'est clairement quasi sûr que Nadal aura une wildcard à Indian Wells. Mais voilà, et c'est bien. Et puis même Netflix qui commence à bien se mettre en place dans le monde du sport. Il y avait eu la compétition de golf entre les pros de golf et les pros sportifs. Il y avait Leclerc, Gasly, tout ça qui était invité. Donc ouais, ça commence à bien tourner ce truc de streaming sportif. Ça peut être intéressant, peut-être dans... Il y avait Amazon aussi qui s'y était mis, mais c'est dans un hors-série du CSC, par exemple. Peut-être. Pas encore la perche. Il y a toujours matière à dire. Super. Merci beaucoup, Marine, pour toutes ces news qui ont bien fini, effectivement. On a hâte de voir la victoire de Nadal. J'en ai une petite dernière, si tu veux. Alors, une très courte, alors. Une très courte. Parce que je vous donne tous des cadeaux. Mais ouais. À la fin, il y en a un. Il y en a un, il n'y aura plus rien après. Ouais, je me dépêche. C'est une autre petite dernière danse que moi je vous offre, du coup, entre l'Inter Miami et Al Nasser qui s'affronteront bien le 1er février prochain. Du coup, dernière danse entre les deux géants de ce sport. J'ai nommé bien sûr Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Dernière jusqu'à ce qu'ils se croisent à la Coupe du Monde 2026. Et Dieu sait quand ils en sont capables, en plus, les Bleus. Super, merci beaucoup Marine. On va prendre quelques minutes. On a fait exprès de l'omettre en début d'émission pour bien prendre un moment et revenir là-dessus. On va revenir sur le match du RC Lens de tout à l'heure, mais surtout même de cette campagne européenne du RC Lens qui était de retour depuis bien 20 ans en Ligue des Champions. Lens qui a donc battu Séville, Mathis, c'est ça, battu surtout dans un match qu'il ne fallait pas perdre. Exactement, plus que le gagner. Ouais. Les Lensois avec un match nul qui s'assurait cette 3e place qualificative donc pour les barrages de la Ligue Europa. C'était compliqué dans ce début de rencontre. On a vu des Lensois dominés, que ce soit à la possession, que ce soit au niveau des occasions aussi, où les joueurs, les adversaires de Lens, Sévillans. Merci. Les Sévillans ont dominé la première période, je pense pouvoir le dire. Il y a quand même eu un penalty un petit peu gentil donné au Lensois. On n'était pas forcément d'accord. J'ai regardé le match avec Maxime justement. Il y a contact, mais c'est léger. Hein. Voilà. En tout cas, Frankowski, il a assuré derrière pour transformer ce penalty. Et là, pour le coup, à ce moment-là, à 1-0, il y a donc ce but d'avance qui, même en cas d'égalisation, leur permettrait de le petit match là, comme on dit. Et justement, cette égalisation est arrivée par l'intermédiaire donc de Sergio Ramos sur un penalty en 2 temps. Brice Samba l'avait repoussé une première fois d'un superbe arrêt, mais il avait aucun pied sur la ligne. À retirer, et Panenka, impeccable expérience de Brice Samba, mais en fin de match, Angelo Fugini, à l'ancien Angevin, au fin fond du temps additionnel, qui est venu donc délivrer Bollaert et assurer cette qualification pour les barrages. Donc ce Lens-là qui finit 3e, qui verra donc les barrages de Ligue Europa. Pour rappel du petit parcours de ce petit RC Lens-là, match nul à l'aller à Séville 1-1, victoire à domicile ensuite face à Arsenal et match nul face au PSV. Sur la phase retour, défaite face au PSV là-bas à Eindhoven, lourde défaite face à Arsenal à l'Emirates Stadium, et là cette victoire un peu à l'arraché, mais victoire quand même. Comment on juge du coup cette campagne du RC Lens? Déjà, est-ce que la 3e place est suffisante ou pas à vos yeux? Au vu du groupe, peut-être au vu de l'effectif, peut-être non. Toi non. Pour moi non. Pourquoi? Parce que pour moi ça se joue sur un match qu'ils doivent jamais perdre. Et c'est le match contre le PSV là-bas, parce qu'ils ont tellement d'occasions. Sache que je l'ai noté. J'ai noté la qualification en 8e, match retour, entre parenthèses, match retour contre le PSV. Parce que pour moi, ça se joue sur ce match-là, quoi. L'aller à Bollaert, c'était beaucoup plus serré. Ils prennent un but au retour du coup contre le PSV. Ils prennent un but à la 12e minute, je crois, de Jong sur une tête qui me paraît pas trop dangereuse pour un gardien comme Samba. Et derrière, ils font le siège de la défense, mais ils font rien. Et bon, je savais que ça allait être compliqué d'aller chercher quelque chose à l'Emirates. Donc quand j'ai vu la première mi-temps, j'ai compris que ça allait être impossible. Et bon, il y a cette petite victoire contre Séville, mais pour moi, c'est pas suffisant au vu de ce qu'ils ont pu nous faire voir et nous faire rêver en phase aller avec cette victoire, notamment à Bollaert contre Arsenal. Et ouais, c'est dommage que sur un match, malheureusement, où ils dominent parfaitement la rencontre, ils n'arrivent pas à prendre au moins un point qui leur aurait permis d'aujourd'hui se qualifier. Est-ce que l'effectif aussi était à la hauteur des 2 premières places, pour autant? Justement, je pense pas, c'est là le problème. C'est que
le premier match contre Séville, il me semble qu'il y avait juste Mendy qui avait joué un match en Ligue des Champions. Sinon, tout le reste, c'était leur première expérience en Ligue des Champions. Donc forcément, au bout d'un moment, tu en payes les pots cassés et tu récoltes ce que tu sèmes. Forcément, il pleure. Même Mendy qui venait pas juste d'arriver à la fin du mercato, parce que en plus, justement, il y avait une place un peu à pallier à échanger et ils ont pris ce profil-là aussi pour ça. C'est ça. Donc forcément, l'expérience, ils l'ont engrangé au fil de ces matchs. Forcément, ils se prennent des gifles. Ça va faire que les endurcir pour la suite. Donc je pense que c'est intéressant de les voir en Ligue Europa. On va pouvoir continuer à avoir un Bollaert rempli avec du monde en train de les pousser. Donc je pense que ils sont à leur place en Ligue Europa et que pour moi, ils mentent à personne et que la marche était peut-être un peu haute de les voir dans les 2 premiers. Ouais. Marine, t'espères un beau parcours en Ligue Europa ? Bah ouais, j'espère. Puis je suis assez d'accord. Je suis complètement d'accord sur le fait qu'il y a des regrets à avoir en vue du parcours qu'ils ont fait. Ça s'est vraiment joué à pas grand chose, donc forcément ils auront des regrets. Mais après, je pense qu'avant, en voyant le groupe et leur effectif, je pense que les Lensois auraient pris une qualification à une 3e place dans le groupe, ils l'auraient pris, quoi. Donc je pense qu'ils ont plus de chances de faire un beau parcours en Europa League. Et Samba, il le dit, on n'est pas les plus forts, mais nous on donne tout. Et je pense que c'est un esprit qui peut faire une belle épopée en Europa League. Et comme tu l'as dit, en plus avec l'ambiance à Bollaert, ça peut vraiment donner des belles choses, quoi. Ouais, on aurait pu rêver d'un Real Madrid-Lens en 8e de finale. Ils sortent les rois de l'Europa en plus en gagnant ce match. Parce que sortir Séville et les empêcher d'aller en Europa, c'est terrible. C'est pour Séville. Mais c'est un Séville aussi. Parce qu'il n'y avait pas Emery. C'est ça. Oh là là, comment ils essayent de glisser à droite. Aston Villa tout à l'heure, vous avez entendu, Aston Villa, il a subtilité toujours. Il l'a sorti. Non, mais voilà, du coup, donc ce Lens qu'on retrouvera quand même en 2024 en Coupe d'Europe. Très bon signe quand même, puisque c'était même déjà au-delà de la Ligue des Champions, les Coupes d'Europe c'était 2007 dernière fois, ou 2006. Donc là aussi les Lensois attendaient ça. Et non, après il faut aussi souligner qu'il y a 2 victoires du coup à domicile et un nul sur les 3 matchs de cette. Donc Bollaert et reste comme la saison passée, reste quand même la principale demeure et le principal point d'orgue de cette équipe. Donc j'imagine qu'en Ligue Europa, ils vont surtout miser sur leurs matchs à domicile dans les confrontations aller-retour. C'est sûr. Ouais, c'est clair. Troisième de barrage, troisième de Ligue des Champions qui va en barrage, il reçoit au retour, je crois. Il y a une condition comme ça, il me semble. Je crois que c'est ça. Ouais, donc en plus, ça va être un avantage supplémentaire pour eux parce que on l'a bien vu, aucune défaite, c'est pas mal. Et juste pour rebondir un petit peu sur le débat, je pense qu'on les a peut-être aussi vus un petit peu trop beaux les Lensois après la 2e journée, après la victoire contre Arsenal. Il y avait ces 4 points en 2 matchs, il y avait cette victoire contre Arsenal qui était le favori du groupe. Et donc c'est là où je rejoins Marine sur le fait de se dire, au final, avec du recul, 3e place, c'est pas si mal. On se qualifie pour les barrages de la Ligue Europa et on va avoir le Racing Club de Lens en 2024 en Coupe d'Europe. C'est ça. C'est plutôt un mal pour un bien. C'est plutôt pas mal. Et Arsenal, quand même, un petit mot là-dessus, très très rapide. Mais Arsenal, premier de son groupe. Arsenal contre l'Inter, tu redoutes ? Ça peut être bien, hein. Arsenal Copenhague, j'aimerais bien, mais non, mais un Arsenal Inter, ça peut être une belle affiche. Enfin, ce serait une grosse affiche de 8e de finale. Mais ouais, après on attendra quand même les résultats on attendra de demain, ou même un Arsenal Naples ou quelque chose comme ça, ça peut être pas mal. Ouais. Je sais pas quand est-ce que c'est le tirage par contre. Justement, on verra ça la semaine prochaine. On verra tout ça. Allez, le temps de passer encore quelques minutes pour vous, une petite musique. On a fait des allusions, il vient de faire l'allusion aussi à un coach certain de Première Ligue. Marius, tu ne le savais peut-être pas, mais j'avais préparé aussi la chanson de ce club, la chanson des supporters. Je vous passe I.O. Silver Lining, qui est l'hymne en gros des supporters d'Aston Villa, un club mythique d'Angleterre fondé en 1874, et on va en parler juste après justement, grâce à Marius. À tout de suite. La petite chanson des supporters d'Aston Villa, I.O. Silver Lining, cette chanson de ce club historique d'Angleterre qui a gagné la Ligue des Champions, j'allais dire non, la Coupe des clubs champions européens à l'époque. Est-ce que vous sauriez me dire l'année? Peut-être que je vous ai mis le micro. Sûrement pas. 72? Non, pas une mauvaise dizaine. Plus récent ou plus ancien? Non, c'est bonne année en unité, mais mauvaise dizaine.
82 du coup. Voilà, tu sens qu'il y a une... les cerveaux, ils sont cramés à ça. On était en période de partiel ce matin. On était partiel ce matin. Pardon, c'est vrai. Écoutez, on avance du coup toujours dans le Campus Sport Club sur Radio Campus Lille, les 106,6 FM. Je vous rappelle, l'émission que peut-être que vous écoutez en DAB+, ou sur campuslille.com. D'ailleurs, le site qui vous permettra de réécouter cette émission en intégralité à minuit 1 pétante dans les programmes, et l'émission qui sera aussi bientôt disponible sur YouTube, Spotify, Deezer. Vient ton heure, Marius, puisqu'on a fait tout ce chemin pour justement ta petite chronique portrait. Tu voulais mettre l'accent sur un entraîneur de Première Ligue, du club justement d'Aston Villa. Juste après ton jingle, je te laisse parler donc d'Unai Emery. Il vient de battre City et Arsenal avec Aston Villa. C'est Unai Emery, tout de suite dans le portrait du CSC. Très connu en France, Unai Emery, pour son passage au Paris Saint-Germain et la remontada. Mais là, tu vas peut-être nous parler de quelqu'un d'autre. Exactement, mais c'est bien ça, c'est 7 titres avec le PSG, 4 Ligue Europa donc, et actuellement une 3e place plus qu'assumée en Première Ligue, à seulement 2 points du leader Liverpool, et du coup, on parle bien d'Unai Emery, le technicien âgé de 52 ans, et aussi connu, comme tu l'as dit, pour la remontada contre le Barcelone avec le PSG. Et il commence notamment en Espagne. Lui, il a fait 3 clubs entre 2004 et 2012, donc Lorca Deportiva, Almeria et Valence. Et il enchaîne avec un petit passage à vide au Spartak Moscou avant de glaner 3 titres, du coup un triplé historique avec le FC Séville, du coup en Ligue Europa, donc 2015, 2016, 2017, avant de poser ses valises à la capitale en France, tout simplement, à Paris. Un Paris qui était à l'époque avec Thiago Motta, Neymar, Cavani et bien évidemment Mbappé. Il avait aussi fait venir Krikoviak de Séville. Et il a un bilan contrasté parce que bien évidemment il y a eu la remontada. Il n'a jamais réussi à faire passer le club au-delà des 8e de finale. Pourtant la Coupe aux grandes oreilles c'est bien un objectif majeur depuis l'arrivée de QSI. Mais c'est quand même 7 titres, donc un quadruplé sur la saison 2007-2018. Et un titre de meilleur entraîneur sur cette même saison. Donc c'est un bilan assez contrasté. Et juste après ça, il fait un petit passage chez nos amis les Gunners, où il se hisse tout de même, je pense, 1 an. Ah pardon, 2-3 ans quand même à Londres. Hein, donc... Il fait 1 an, 2007-2018, où il va en finale de... Enfin, après Paris, où il va après en finale de Ligue Europa contre Chelsea. Il fait que il perd. Ok. Et après, il s'en va à Villarreal. Du coup sous-marin jaune, où là plus récemment il gagne encore une fois une Ligue Europa pour pas changer après une interminable séance de tir au but face à United. Du coup s'il est bien dans ma chronique ce soir, c'est pour son succès avec Aston Villa. Il est du coup 3e et il a redressé le club après que Steven Gerrard l'ait laissé en zone de relégation. Depuis son arrivée, seuls Arsenal, Liverpool et City sont les seules équipes à avoir pris plus de points. Son bilan, c'est 25 victoires et seulement 9 défaites en 40 matchs de PL. Donc c'est un coach qui aime bien prendre son temps, bien mener ses actions pour pouvoir piquer son adversaire au moment opportun. Et ça a été le cas très tôt dans le match du coup de samedi. 6e minute, John McGinn du coup qui bat tout simplement Raya et offre la victoire 1-0 face à Arsenal. C'est donc la deuxième grosse victoire dans la même semaine après avoir battu City. Et c'est aussi un coach qui prend des risques parce que tout ce match-là contre Arsenal, il a passé à jouer, à défendre à la médiane et Arsenal n'a pas forcément trouvé la faille. Donc pour essayer de battre l'équipe d'Unai Emery, les Villains. Et là où je voulais en venir, c'était que il était encore tôt pour savoir si Aston Villa va garder cette place européenne de Ligue des Champions tout le long de la saison, car ils arrivent à gagner à domicile, du coup au Villa Park, mais à l'extérieur ça a été une gifle, il me semble 3-0 à Liverpool en septembre. Donc est-ce que cette équipe va réussir à conserver cette pas suprématie, mais cette force de caractère en deuxième partie de saison? C'est une bonne question. Et j'avais aussi une question pour vous avant de finir. Je tenais à dire qu'en février 2020, Unai Emery a dit quand même, à Paris, j'ai raté l'occasion de devenir le meilleur entraîneur du monde. Alors, est-ce que pour vous, Unai Emery peut s'asseoir à une table de Ancelotti, Guardiola, de Mourinho? Parce qu'on sait, il y a ses succès en Ligue Europa, il y a ses performances actuelles avec Villa. Mais est-ce que ça peut titiller ce genre de grand coach?
Bah, pas encore, je pense pas. Il l'a dit lui-même. Il a manqué l'occasion. Ça veut dire qu'il n'y est pas encore, je pense. Certes, il a un très beau palmarès, notamment la Ligue Europa. Je trouve ça hyper bluffant de pouvoir le répéter autant de fois. Il manque quand même la Ligue des Champions dont tu parles, je pense, en tout cas pour moi, pour se rapprocher peut-être au-delà surtout sur son passage au PSG. Moi, ce qui marque, c'est la domination nationale, mais pas au-delà. Il gagne beaucoup de titres, certes, mais il manque quand même dans les grandes compétitions européennes des succès. 52 ans, Unai Emery aussi, ça lui laisse encore des années pour peut-être performer. Et je pense que là, en tout cas, sa mission cette année, c'est de ramener la Ligue des Champions à Aston Villa. Surtout ça, je l'imagine. En tout cas, c'est l'objectif maintenant côté Villa Park. Ouais, c'est ça. Super. Merci beaucoup, Marius. On fait exprès, on doit un peu avancer parce que notre ami Maxime va devoir rush. C'est dans le rush, Maxime. Pour les immanquables, t'es prêt quand même pour un petit jingle? C'est parti, jingle. Allez. Les infos, le moment nordiste, les résultats, tout ça c'est bien, mais le plat principal arrive maintenant. On entre dans le dur. Ce sont les immanquables. Ouais, je t'ai perturbé, j'ai fait exprès, j'ai mis un autre Maxime. Des immanquables qui démarrent demain avec la Coupe d'Europe. Ouais, qui démarre demain avec la Coupe d'Europe, et donc après la rencontre de Lens, c'est le PSG qui sera demain confronté au Borussia Dortmund. Match primordial pour les Parisiens, pour le moment deuxième du groupe. Mais en cas de victoire, les Parisiens s'assureraient la première place et passeraient devant Dortmund déjà qualifié. En cas de défaite ou de nul, ils pourraient tout de même tout perdre en cas de victoire de Newcastle face à Milan ou en cas de victoire de Milan face à Newcastle. Les deux autres matchs chauds de la soirée de demain en Ligue des Champions seront au Civitas Metropolitano, où Griezmann et les Colchoneros de l'Atlético affrontent la Lazio pour s'assurer la première place, alors que la Lazio peut leur passer devant demain en cas de victoire à Madrid. Enfin, Porto recevra le Shakhtar pour décider laquelle des deux équipes rejoindra les huitièmes de finale derrière le Barça. On reste en Ligue des Champions, mais cette fois-ci féminine. Les Lyonnaises recevront demain soir les Norvégiennes du Brann Bergen pour le choc de la poule entre les deux équipes encore invaincues après 2 journées. Jeudi soir, 2 chocs à Paris. Le PSG recevra l'AS Roma au Parc des Princes, tandis que le Paris FC recevra le Grand Real Madrid à Charletti. On continue notre tour d'Europe avec l'Europa League et des chances de qualification pour les 3 équipes en lice. Jeudi à 18h45, on retrouvera le TFC qui se déplace chez les Autrichiens de Linz. Rennes qui reçoit au Roison Park Villarreal, les hommes de Julien Stéphan qui doivent s'imposer pour garder leur première place face à Villarreal. Enfin à 21h, jeudi, l'OM se déplace à l'Amex Stadium de Brighton pour conclure ses phases de poule en première place de cette poule B. Le LOSC, de son côté, en Europa Conference League, recevra Klaksvik pour également s'assurer de la première place du groupe d'Europa League. Ce week-end, on passe sur la Ligue 1 avec 3 matchs intéressants. On commence vendredi soir avec Monaco-Lyon, 2 équipes à la dynamique inverse, mais Lyon qui veut poursuivre sa belle lancée après sa victoire ce week-end. Samedi, Lens reçoit à Bollaert les Rémois de Will Steele pour un choc dans la course à l'Europe. Enfin, en clôture de cette 16e journée, un choc au sommet entre Lille 4e qui reçoit le leader parisien. Coup d'envoi dimanche à 20h45. On reste sur 3 autres matchs dans le reste de l'Europe avec un très beau match entre 2 équipes qui sont à dynamique différente, avec Liverpool qui reçoit United à Anfield. Et on va accélérer un peu, l'Allemagne avec le Bayern et Francfort. Et le basket, on a l'Euroleague avec l'Asvel qui recevra le Panathinaikos et les Monégasques qui se déplacent à Fenerbahçe. En rugby, encore un week-end de Coupe d'Europe avec La Rochelle qui se déplace en Afrique du Sud face aux Stormers au Cap. Bordeaux qui recevra de son côté Bristol à Chabon-Delmas et Toulouse qui se rendra à Twickenham pour affronter les Harlequins. Le handball, les demi des Françaises, Almagou-Suède, réponse demain à 17h30 pour une confrontation vendredi à la même heure. Et voilà, j'ai speedé un peu sur la fin. Ouais, je vois ça. T'as mordu, moi c'est bon, tu m'as mis dans de trop mauvaises dispositions, je prends tout mon temps maintenant. C'est pas grave. Merci beaucoup Maxime pour sur Unai Emery, bien sûr, les news de Marine et les résultats de Mathis, ça sera aussi à retrouver. Donc dès à présent sur campushill.com et très rapidement sur nos comptes YouTube, Spotify, Deezer. Moi, il est temps de vous laisser avec les musiques de la nuit sur Radio Campus Lille. Et on se retrouve quand même la semaine prochaine, normalement pour le Campus Sport Club, tout va bien. Et après, il y aura quand même une petite pause de Noël bien méritée, je pense, pour chacun. Et aussi messieurs qui font les partiels et qui ont un emploi du temps chargé ces temps-ci. Voilà, d'ici là, je vous dis, portez-vous bien. Bye bye tout le monde.